Bien, bonjour à tous. On va commencer ce tutoriel ensemble. On a 20 minutes à partager. Et comme vous le voyez, du coup, la thématique d'aujourd'hui, gagner en efficacité tout en étant écolo. Mais pas seulement, je dirais, parce qu'il y a d'autres choses que l'écologie dans tout ça. Peut-être avez-vous échappé, je l'espère, au Blue Monday, cette fameuse opération marketing qui voudrait nous faire croire que le troisième lundi de janvier est le jour le plus déprimant de l'année. En tout cas, ce n'est prouvé par aucune étude. Hein. Le Monde le dit bien, que le Blue Monday n'est qu'une opération commerciale, et même pire que ça, qu'au-delà du problème moral que pose la propagation d'une pseudo-science, le Blue Monday, qui est une opération donc commerciale, peut aussi encourager un phénomène préoccupant de dépenses compulsives. Alors, ce n'est pas que écologie, effectivement, qu'on va parler aujourd'hui. Je m'arrête là pour l'introduction. Le monde change et les entreprises issues du numérique, évidemment, nous ont envahis, à commencer par les plus grosses qui se rachètent entre elles pour des montants qui peuvent faire pâlir certaines entreprises. WhatsApp racheté par Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars, alors que 2 ans plus tôt, il rachetait Instagram pour seulement 1 milliard de dollars. Bon, on pourrait en citer comme ça énormément, mais vous voyez que ces entreprises font d'énormes rachats avec des chiffres très très importants. Puis il y a des services qui n'existaient pas il y a 10 ans. Airbnb, tout juste né en novembre 2008, WhatsApp en janvier 2009, on peut parler d'Instagram, aujourd'hui Netflix, qui évidemment n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Amazon, vous êtes sans doute peut-être pas passé à côté de cette information. Alors je sais, il y a Jeff Bezos qui divorce et c'est un gros problème, mais il n'y a pas que ça. Amazon aujourd'hui est quand même l'entreprise la plus chère dans le monde, l'entreprise la plus cotée, 797 milliards de dollars. Alors oui, tous ces chiffres sont intéressants hein, et font sans doute rêver, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Vous reconnaissez ici l'affiche du film, parce que en réalité le numérique, eh bien, ce n'est pas sans impact aujourd'hui dans le fait que la planète brûle. Oui, ce n'est pas sans impact. Alors pour commencer, on va dire quelle est l'empreinte numérique réellement. L'empreinte numérique déjà, c'est ça. Ça, c'est un chiffre qui est sorti en octobre dernier par une très sérieuse étude du Shift Project. Je vous invite à vous intéresser à cette étude. 3,7% des émissions de gaz à effet de serre sont issues du numérique. Autre chiffre intéressant, en américain, c'est 10 périphériques numériques connectés, 140 gigas de données par mois consommées. Quand on pense à son téléphone et au forfait qu'on a, ça laisse un petit peu réfléchir. En comparaison, un Indien, c'est un périphérique numérique connecté et 2 gigas de données par mois. Alors les données, elles sont majoritairement consommées où? Elles sont majoritairement consommées ici. Alors pour les personnes qui seraient abonnées à Netflix, eh bien oui, 15% des données échangées dans le monde, 15% de la bande passante, 15% des données échangées dans le monde, c'est Netflix qui le cause, c'est les films qu'on regarde en streaming. Si on prend les YouTube et Amazon Vidéo, en plus on arrive à peu près 30% des données échangées dans le monde. Et des données échangées dans le monde, c'est des serveurs qui tournent. Des serveurs qui tournent, c'est à peu près ça, parce qu'un serveur qui consomme de la ressource, c'est évidemment des serveurs qu'il faut refroidir. Et quand on refroidit, on a inventé un formidable système qui s'appelle la climatisation, mais qui réchauffe évidemment l'atmosphère. Alors autre chose, difficile de trouver des images très récentes d'écrans plats qui seraient recyclés, mais ça se passe toujours de la même façon, que l'écran soit plat ou non. Aujourd'hui, vous avez seulement 18% des appareils qui sont recyclés, et vous n'êtes pas sans savoir que les smartphones sont issus, pour certaines pièces, de matériaux extrêmement polluants, des matériaux rares extrêmement polluants, en tout cas extraits de manière polluante. Autre problème également, on se bat toujours, et c'est formidable, hein, on est les premiers à être satisfaits de ça, mais on se bat toujours en fait pour vous livrer le plus vite possible, le soir même, dans 2 heures chrono, c'est formidable. C'est peut-être formidable, mais on ne se bat pas pour vous battre le plus proprement possible, mais bien le plus rapidement possible. D'autres choses également, on se bat en fait pour vous faire vivre des opérations marketing les plus stupides les unes que les autres. Donc j'ai pris le Blue Monday en exemple. Je vous prends également ce que Verbaudet appelle la journée de la femme ici. Hein, alors, on est bien d'accord, la journée de la femme n'existe pas. On parle bien de la journée internationale des droits des femmes, d'une part, et puis bien défendre les droits des femmes en
leur offrant la livraison. C'est un beau combat que mène Verbaudet, mais c'est évidemment stupide. D'autres choses stupides comme celle-ci. À Milan, désormais, il y a un restaurant qui vous propose de payer un petit peu moins cher selon le nombre d'abonnés sur Instagram que vous avez. On appelle ça le crédit social. D'autres opérations marketing dans lesquelles s'engouffrent évidemment les plus grands, le Cyber Monday, le Black Friday, et dans lequel s'engouffrent également les consommateurs. Quand vous regardez ici les pics de recherche chaque année depuis 2011 en France sur le Black Friday, eh bien vous constatez que ça ne fait qu'augmenter de façon quasi exponentielle. Autre problème encore. Des cyberattaques de partout, vous avez entendu de comptes piratés sur Facebook, sur Google+, qui a fermé, etc., etc. Bref, une confiance qui commence du coup à diminuer dans le numérique. Une confiance qui diminue d'autant plus que les fake news sévissent énormément. Les fake news, les hate news, beaucoup de haine sur les réseaux sociaux, sur Internet, autant de plateformes que vous utilisez pour faire en sorte que votre marque existe aussi. Et d'ailleurs, vous communiquez sur ces plateformes. Alors j'espère que je ne froisserai personne ici dans la salle, mais beaucoup d'entreprises ont voulu souhaiter leurs vœux sur LinkedIn et d'autres plateformes, avec un succès très très mesuré. Alors c'est écrit un peu petit, hein, mais on a un j'aime par là, 2 j'aime ici, 4 j'aime, 1 j'aime, et même Sophie la girafe, du coup, n'a fait que 32 j'aime, alors que ce petit animal-ci, attendrissant, aurait pu générer beaucoup plus d'engagement. Mais il y a un problème, c'est qu'à un moment donné, tout le monde veut sa part du gâteau, et ça devient inaudible. Bon, déjà parce que les messages ne sont pas très pertinents, mais en plus parce que tout le monde produit la même chose, et donc on devient inaudible. On devient inaudible aussi parce qu'en fait, à un moment donné, à force d'avoir des notifications de partout, eh bien, le cerveau il est hyper connecté, et un cerveau hyper connecté, c'est un cerveau en surcharge. Ça, c'est un reportage de Arte, c'est un reportage d'Arte que je vous invite à voir, qui dit bien que personne n'est multitâche. Ni le millénial, ni celui qui a 40 ans, ni celui qui en a 60. Personne n'est multitâche. Un cerveau en surcharge, c'est un cerveau qui ne marche pas bien. Donc, conclusion de tout ça, eh bien, on voit qu'il y a des campagnes marketing qui sont sans éthique, qui a un matraquage publicitaire qui est colossal, et que vous avez du coup des personnes qui sont de plus en plus défiantes par rapport à tout ça. N'en serait-ce que atteste le taux d'utilisation des adblockers, ces utilitaires qui permettent de bloquer les publicités sur les navigateurs. Vous avez 30% des gens qui utilisent ça. Vous avez du coup un biais de confiance qui se crée. Et puis, autre conclusion également, il y a une attention qui est difficile à capter. Une attention qui est difficile à capter à la fois chez le consommateur parce qu'il est surchargé de messages, mais également chez les collaborateurs. Parce que quand vous avez des notifications qui passent tout le temps sur les écrans, au bout d'un moment, ça devient compliqué de capter l'attention de chacun. Alors, il faut dire stop. Il faut dire stop, et on a une solution. Une solution qui s'appelle la sobriété numérique. Alors, la sobriété numérique, elle peut résoudre à la fois ces problèmes marketing en entreprise, mais aussi tous les problèmes environnementaux qu'on a pu évoquer juste avant. Alors, comment? Déjà, la sobriété numérique, ce n'est pas seulement quelque chose qui est comme ça tout seul dans son coin, ça fait partie de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Dans la responsabilité sociétale, qu'est-ce qu'on met? On met évidemment la mesure de l'impact environnemental de l'entreprise, mais également comment est-ce qu'elle peut corriger ça, et puis bien d'autres choses. Mais nous, on va plutôt s'intéresser à cette partie environnementale, et notamment sur le numérique. La sobriété numérique, du coup, c'est bon pour l'image de marque, sachez-le. Aujourd'hui, green is sexy. Pourquoi green is sexy? Eh bien, c'est pas moi qui le dis, ce sont des études où les salariés considèrent pour 55% d'entre eux que l'engagement social ou environnemental de l'entreprise est plus important que le salaire. Ça ne veut pas dire que les gens s'en foutent du salaire, hein. Mais ils placent l'engagement social et environnemental de l'entreprise au-dessus. 78%, ça, c'est pour les millénials. Donc les millénials ont vraiment ce sentiment-là en eux. D'ailleurs, ils s'engagent dans des manifestes, si vous ne l'avez pas vu, pour un réveil écologique.fr. C'est un manifeste étudiant qui a été aujourd'hui signé par 30 000 étudiants, qui dit quoi? Qui dit simplement que aujourd'hui, les étudiants n'accepteront pas demain de travailler pour des entreprises qui ne considèrent pas ce problème comme quelque chose d'important. Pour un réveil écologique.fr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'idée du tuto, du coup, c'est de changer quelques mauvaises habitudes.
Alors déjà, ce qu'on peut faire, ce qu'on va essayer de faire, je suis le premier à dire que c'est pas facile de changer de moteur de recherche. Déjà, si on peut faire une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore plus de personnes qui utilisent Yahoo que Qwant, le moteur de recherche français. Alors déjà, si tous les utilisateurs de Yahoo, et s'il y en a encore dans la pièce ici, changez pour Qwant, ça fera déjà plus de monde. Et puis les 94% qui utilisent Google, eh bien, essayez de switcher pour un moteur de recherche français qui ne traque pas les données personnelles des gens. Autre chose, qu'est-ce qu'on peut faire quand on fait des achats pour son entreprise, eh bien, on peut essayer de faire des achats groupés, on peut essayer de faire des achats sur des plateformes qui sont locales, qui sont responsables, et également de privilégier la livraison en point relais ou dans des magasins de proximité pour faire en sorte que les livraisons, le dernier kilomètre, c'est quelque chose qui coûte cher en termes d'empreinte écologique. Donc si on peut éviter de dispatcher à chacun, mais que chacun vienne sur un point de collecte de proximité, c'est mieux. Idéalement, pas avec la voiture. Qu'est-ce qu'on peut faire également ? Limiter, je l'ai dit, limiter en fait le renouvellement des devices de manière générale, que ce soit les smartphones ou les ordinateurs. Aujourd'hui, le taux de renouvellement d'un smartphone, c'est tous les 2 ans. Un smartphone peut durer beaucoup plus que 2 ans, donc essayez de le faire durer et essayez de le faire réparer. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui proposent la réparation. Ça marche et ça ne coûte pas forcément trop cher, ça coûte moins cher au niveau écologique, en tout cas, de faire réparer son smartphone plutôt que de le changer. Bon, éteindre son écran, ça peut paraître bête, mais son ordinateur et son écran, le midi par exemple, c'est quand même des choses qu'on voit souvent, les écrans qui restent allumés le midi, il suffit de les éteindre, également éteindre son ordinateur le soir. Des choses basiques. Ok, concrètement, également, ce qu'on peut faire, c'est communiquer moins mais mieux. Oui, parce qu'à un moment donné, du coup, on l'a vu, cette idée de communiquer en fait à tout va, il y a un problème en fait d'audition qui se pose, personne ne vous écoute. Et comme vous communiquez beaucoup, vous polluez en plus. Chaque message émis, c'est un petit peu de pollution qui est faite. Alors essayez déjà, dans un premier temps, de proposer des alternatives de consommation. Il y a des entreprises qui se sont mobilisées cette année pour proposer le Green Friday et non pas participer au Black Friday. Donc essayez d'arriver à ce genre de choses, des alternatives à vos consommateurs. Quand vous communiquez, à quelle fréquence vous communiquez? Est-ce que ça sert d'être présent? À quoi ça sert qu'on ait des messages de la FNAC tous les jours dans sa boîte mail? Est-ce bien utile? Et je dis la FNAC, mais évidemment, d'autres maisons le font. À quoi ça sert? On communique moins, mais mieux segmenté. Les gens attendent la personnalisation. Ils attendent des messages qui leur sont destinés presque uniquement à eux. Eh bien, répondez à cela. Soyez moins présents dans leur boîte aux lettres, mais mieux segmentés. Et normalement, vous allez avoir un meilleur ROI, plus de pertinence, et finalement, une action qui est plus vertueuse pour l'environnement. Chaque mail envoyé est une petite empreinte en numérique qui vient se coller. Si je fais moins de messages et qu'ils sont mieux ciblés, je vais produire plus de fonds, plus de qualité. La stratégie de contenu aujourd'hui, si vous êtes un peu des personnes qui sont dans le marketing, la stratégie de contenu, c'est quelque chose dont on parle tous les jours et qui est une évidence qu'il faut mettre en place. Eh bien, faites du contenu d'expertise, faites du contenu de qualité, faites moins de contenu, mais vous allez voir que vous allez apporter du contenu utile qui va vous apporter plus de confiance dans votre marque, par une reconnaissance du consommateur, plus d'attention aussi. Et c'est bien cette problématique aujourd'hui qu'il faut résoudre, c'est comment est-ce que je capte l'attention des personnes. Aujourd'hui, on parle d'un phénomène qui s'appelle le blindness banner, cette idée que quand il y a une bannière publicitaire, on est tellement habitué à la voir sur un site web qu'on ne la voit même plus. Alors, changeons, essayons de proposer des choses plus intelligentes en termes de contenu. Essayons également de penser votre site web comme quelque chose d'un peu éco-conçu. Un site web éco-conçu, en fait, c'est quoi? Déjà, c'est choisir un hébergeur éco-responsable. Alors, je suis là pour faire la publicité de personne, mais il y a un hébergeur qui s'appelle Infomaniac, qui est un hébergeur suisse, qui a pris une série d'engagements, notamment une énergie issue à 100% des énergies renouvelables pour le fonctionnement de ses serveurs. Ça en fait partie de ses priorités. Eh bien, il y a des hébergeurs comme ça qui proposent des machines plus vertes que d'autres. Également, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps qui dit quoi? Qui dit que sur un site web, vous avez 45% des fonctionnalités qui sont inutilisées sur un site web. Ça veut dire que vous avez un site qui fonctionne seulement sur 55% de ce qu'il a mis en place. Donc ça veut dire qu'on peut réduire le nombre de fonctionnalités sur un site web. Un site web où il y a moins de fonctionnalités, moins d'animations, moins de vidéos, eh bien c'est un site web qui va être normalement plus accessible. L'accessibilité, il y a des normes pour ça. Le W3C, ce sont les normes d'accessibilité qui permettent à l'ensemble des personnes d'accéder à un site
qu'elles soient déficientes visuelles ou auditives ou d'autres déficiences, c'est le W3C. Un site web qui est plus accessible, ce sera un site web qui va être plus rapide. Un site web où il y a moins de fonctionnalités, ce sera un site web qui coûtera moins cher. Un site web accessible également et moins de fonctionnalités, il sera sans doute plus efficace et au final, il sera plus vert. Donc vous voyez, la machine, elle est assez vertueuse finalement. Dernier point, je crois, limiter les notifications. Bah oui, les notifications, on en a partout sur notre téléphone. On en a partout. Vous pouvez, dans vos systèmes informatiques, faire en sorte que vous puissiez diminuer le nombre de mails entrants auprès de vos collaborateurs, plein de newsletters, de spam, etc., auxquels ils sont sans doute soumis, et vous pouvez faire en sorte de limiter cet impact. Ça aussi, c'est un combat que je mène souvent, parce que c'est très très agaçant. On a nos boîtes mail qui sont pleines, et je vous invite chacun à faire la différence entre la flèche de gauche et la flèche de droite, qui certes est minime, mais très importante. Il y en a un, c'est répondre, et l'autre, répondre à tous. Quand on vous demande, par exemple, si vous voulez participer à la galette des rois la semaine prochaine, eh bien, vous pouvez juste dire répondre à la personne qui a proposé l'invitation plutôt que de répondre à toutes les personnes qui sont en copie. Ça permet de faire moins de notifications auprès des personnes, un peu moins de pollution et beaucoup moins de pollution psychique pour l'ensemble des personnes qui reçoivent ces notifications. Autre chose, donc les notifications, vous avez des modes ne pas déranger sur vos smartphones, sur vos ordinateurs pour éviter d'avoir les notifications en permanence qui viennent vous polluer. Utilisez-les. Une boîte mail, ça peut être relevé 2-3 fois par jour. Qu'est-ce qui est réellement urgent? Il y a des jours où c'est urgent. Par exemple, un jour comme celui-ci, pour l'organisation, c'est urgent. Il y a beaucoup de jours où il n'y a pas forcément des choses urgentes à régler. Donc une boîte mail, ça peut se consulter 2 à 3 fois par jour. Les bénéfices, plus de concentration, plus de green. Hein. Si vous ne faites pas appel en permanence au serveur pour relever vos emails, eh bien, il y a un peu moins de pollution qui se met en place et puis plus de productivité. Et puis le dernier point également, donc c'est la déconnexion. La déconnexion, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, il y a des entreprises qui prennent des mesures de ce type-là, qui disent, eh bien, entre 7h30 et 20h30, entre 20h30 et 7h30 le matin, il n'y a pas un seul mail qui passe entre les collaborateurs. Tout est bloqué. Bon, entre 20h30 et 7h30, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y ait pas de mail qui passe. Parce que, d'une part, pour la planète, c'est bien, et puis pour les personnes, c'est bien aussi. Il y a également des choses qui se passent au niveau des vacances. Les personnes aussi, des entreprises qui prennent des mesures pour faire en sorte que les personnes qui sont en congé ne reçoivent pas d'emails, ou en tout cas ne reçoivent pas certains emails, notamment les newsletters, ce qui évite de traiter 1400 mails quand on revient de vacances après 3 semaines. Les bénéfices, déjà, c'est donc ce qu'on appelle la QVT, donc ça favorise la qualité de vie au travail. C'est également un respect de la loi, parce qu'il y a quand même, depuis 2017, quelque chose qui est inscrit dans la loi, qui est le droit à la déconnexion, hein, et l'obligation pour les entreprises de trouver une solution pour proposer ce droit à la déconnexion. Et puis également, du coup, forcément, ça en fera plus d'engagement des personnes quand elles seront au travail, plutôt que de devoir les obliger à traiter des emails à 22h, par exemple. Allez, pour aller plus loin et conclure, vous avez Audencia et également Nantes Métropole qui ont mis un ensemble du tutoriel en place sur Internet pour vous former à la RSE. Ça s'appelle rse-nantesmétropole.fr et c'est plutôt intéressant. Et puis il y a des revues comme celle-ci qui est parue il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle l'ADN. Hein. L'ADN, c'est un site internet aussi, l'adn.eu, mais la revue est très complète sur notamment toutes ces problématiques et tous ces enjeux autour du numérique et de la sobriété numérique. Donc ma question sera celle-ci pour conclure. À quand notre sobriété numérique à tous? Nous avons tous beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là, c'est certain. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions, peut-être pas. Si. 2 questions. Ouais. Bonjour, vous avez parlé du navigateur Quant. Personnellement, j'utilise DuckDuckGo avec un taux de pertinence qui est quand même très faible. C'est surtout ça en fait qui aiguille le choix du navigateur et du moteur de recherche. Est-ce que Quant c'est mieux de ce point de vue-là? Quant a fait beaucoup de progrès depuis le début et aujourd'hui on a des résultats qui deviennent de plus en plus pertinents. Oui. Non, aujourd'hui Quant n'a pas à rougir par rapport à Google. Aujourd'hui, ce qu'ils n'ont pas forcément,
C'est toutes les réponses contextuelles qu'ils peuvent avoir, notamment grâce aux services liés type Google Maps, ne serait-ce que Google Maps, hein, qui vous donne, une fois que vous tapez le nom du commerce, vous avez le numéro de téléphone, l'adresse, etc., etc. Ça, c'est des choses qu'ils n'ont pas forcément par rapport à un Google. Et sur ça, effectivement, Google est forcément beaucoup plus efficace, on va dire, à ce niveau-là. Mais sinon, sur les résultats de réponse, enfin, sur les résultats que vous avez affichés dans la page, ils sont pertinents. Bonjour. Quel est l'impact du télétravail sur l'écologie? J'aurais pas la réponse. Ce qui est certain, c'est que si le télétravail est bien fait, il aura forcément un impact positif. Dans le sens où limiter les déplacements. Aujourd'hui, la voiture, c'est 16% des émissions de gaz à effet de serre, pardon, des émissions de CO2 en France. 16% des émissions de CO2 en France. Donc, s'il est bien fait et qu'il limite les déplacements, même l'empreinte numérique générée, je pense qu'elle sera plus faible que les déplacements. Mais je n'ai pas de vraie réponse par rapport à ça.